Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir les dernières transactions de 5 des meilleurs investisseurs. Donc on va regarder Chris Hohn, Dev Cantesaria, François Rochon, Terry Smith et on finira par Warren Buffett. Et puis si ça vous intéresse d'avoir accès à tous les portefeuilles de ces investisseurs, donc par exemple Bill Ackman, Bill Gates et plein d'autres, ça fait partie des fonctionnalités qui sont inclus dans l'abonnement à Graham avec la communauté privée et tout le reste. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Et on commence par Chris Hohn, donc qui gère 44 milliards avec seulement 10 actions. Alors, donc il y a assez peu de mouvement. Il a toujours 20% sur GE Aerospace. Il faut quand même se dire qu'il faut avoir un niveau de confiance très élevé pour avoir 20% de 45 milliards sur une seule action. Ensuite, Moody's, il n'a pas touché. S&P Global, il n'a pas touché. Et Microsoft, donc il a rajouté 14% à sa position sur Microsoft. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à voir, c'est quand est-ce qu'ils ont acheté. Parce que là, donc c'est pour le 3e trimestre de l'année. Ça veut dire que c'est du 1er juillet au 30 septembre. C'est ça, juillet, août, septembre. Parce qu'ils doivent transmettre les données, enfin déclarer les transactions jusqu'à 45 jours après, ce qui donne le 15 novembre, donc c'est ça. Et donc ça nous permet de déduire à peu près quand est-ce qu'il a acheté, ce qui peut donc permettre de savoir à quel prix et à quelle valorisation à ce moment-là l'investisseur en question a estimé que c'était un bon achat, donc c'est pour ça ça peut être utile. Donc entre juillet et septembre, ça a donné donc 31 juillet entre 420, donc au plus bas on était à 395 et fin septembre on était à 400, enfin donc au plus haut à 438 quoi. Donc il a acheté quelque part entre 395 $ et 438. J'imagine qu'il a profité d'un point bas. Donc peut-être il a dû acheter autour des 400 $, j'imagine. Et ce qui donnait une valorisation qui doit être assez proche de la valorisation actuelle de toute façon. Donc ouais, on doit être à peu près 40 fois le free cash flow. Donc de mon côté, je trouve ça trop cher et j'aurais pas acheté de Microsoft à ce prix-là. Et si on regarde leur historique de valorisation, bah là on est quasiment à leur plus haut. On est au plus haut niveau de valorisation pour Microsoft depuis la fin de la bulle Internet quand même, avec un pic au trimestre précédent où ils ont atteint 46 fois le free cash flow. Et c'est fou de se dire qu'on aurait pu acheter du Microsoft pour ceux qui étaient là en 2012-2013 à 8 fois le free cash flow. Et il y a des investisseurs qui en ont profité comme Terry Smith par exemple à ma connaissance à ce moment-là. Donc voilà, en tout cas là l'achat de Chris Hohn de Microsoft à 40 fois le free cash flow, je ferai pas pareil, mais en tout cas lui il a estimé que c'était bien, donc c'est intéressant à savoir. Et il a réduit 10% sa position dans Canadian National Railway Company. Donc Canadian National. Donc voyons voir, c'est une boîte que j'ai jamais regardée. Et alors les métriques, donc croissance du chiffre d'affaires régulière mais assez faible. Croissance du free cash flow meilleure, donc il y a une amélioration de marge. Puisqu'on voit que la croissance du free cash flow en moyenne c'est 9,62%. Et chiffre d'affaires c'est seulement 3,28%. Le ROCE est assez faible, alors il est en hausse, mais on est en dessous des 10%. Il y a quand même pas mal de dettes, ils peuvent le rembourser en 5 ans. Alors on voit qu'à long terme, l'endettement baisse quand même un petit peu. Après, ils rachètent des actions et le niveau de marge est très bon et plutôt en hausse. Donc il y a quelques bons points, mais aussi des mauvais points. Et bon, j'imagine que s'il réduit sa position de 10%, c'est qu'il y a des choses qui le dérangent. Après, en cherchant un petit peu à côté, j'ai vu qu'il avait un rôle d'activiste, en fait. Donc c'est pour ça que les raisons pour lesquelles il achète peuvent s'éloigner des fondamentaux passés de l'entreprise, puisque là il essaye lui-même de faire en sorte que la boîte s'améliore, qu'elle soit mieux gérée, etc. Ils ont fait un changement de CEO, ils ont demandé des changements au niveau du board, etc. Donc là c'est typiquement un cas qui sort un petit peu de ma compétence, donc je vais pas suivre Chris Hohn là-dessus, et à part ça il n'y a pas de mouvement. Donc on passe au suivant qui est Dev Cantesaria. Dev Cantesaria qui a seulement 8 actions, c'est le plus concentré de tous ces investisseurs-là. Et il gère 4,5 milliards. Alors lui c'est quelqu'un qui fait très peu de mouvements, et d'ailleurs au trimestre précédent il y avait strictement rien. Là il a un petit peu plus, donc il a vendu 8% presque de sa position sur Fair Isaac. Donc bon, 8% c'est pas significatif. Et quand on voit la performance que FICO a eu ces derniers temps, et le multiple de valorisation auquel ils sont maintenant, ça me choque pas qu'il ait pris un tout petit peu, qu'il ait pris 8% de plus-value là-dessus, de profit. Voilà, ça c'est le graphique. Et si on regarde depuis octobre 2022, c'est plus 464%. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant ça représente 35% de son portefeuille. Et si on regarde en termes de valo, dans mes souvenirs c'est extrêmement élevé. Valorisation, hop. Donc ouais voilà, c'est une boîte qui était depuis 2015, on va dire vers les 20 fois le free cash flow. On est monté
un max à 46 au Q3 2019. Au Q4 2022, quand le marché avait pas mal corrigé, on pouvait l'avoir à 20 fois le free cash flow. Malheureusement, je connaissais pas la boîte à ce moment-là. Et depuis, donc là, ça fait 2 ans, on est passé de 20 fois le free cash flow à 90 fois le free cash flow. Je vais regarder si ça vient pas d'une baisse de free cash flow, mais je ne crois pas. Et non, c'est même le contraire. Donc voilà, ça me choque pas du tout qu'il ait vendu un tout petit peu de sa position, vu le niveau de valorisation actuel. Et c'est probablement avec cet argent-là qu'il a pu investir sur les achats qu'il a fait à côté. Donc il a racheté 3% de S&P Global, donc bon, c'est pas significatif. 5,75% de Moody's, et par contre, ce qui est significatif, il a doublé sa position sur ASML qui avant devait représenter un peu plus de 1% de son portefeuille, maintenant c'est 2,33%. Et donc si on regarde ASML, sur le moment où il a acheté, donc entre fin juillet, donc le plus haut c'était 936 $, et jusqu'au 30, ok, donc il y a eu un point bas à 750, donc on sait qu'il a acheté quelque part entre 750 $ et 936 quoi. Donc j'imagine qu'il a probablement profité de cette grosse baisse là, donc c'est intéressant à savoir parce qu'aujourd'hui on est à 658. Donc logiquement il doit considérer que c'est encore plus intéressant aujourd'hui, et ce serait donc pas étonnant, ce sera bien de vérifier ça dans 3 mois, que là en ce moment, donc en novembre, il en rachète, donc on saura ça le 15 février. Et si je regarde ASML, la dernière fois que j'avais regardé, je trouvais que c'était pas encore un niveau de valorisation qui me convenait. Aujourd'hui, on est à 92 fois le free cash flow, mais il faudrait faire un ajustement en appliquant leur marge habituelle plutôt. Donc dans la vidéo que j'avais fait sur ASML, j'avais vu que leur niveau de marge du free cash flow en moyenne, il tournait autour des 22%. Donc je vais juste refaire le calcul vite fait. Donc si j'additionne les 4 chiffres d'affaires les chiffres d'affaires des 4 derniers trimestres, donc puisque là ils ont présenté leur Q3 2024, on arrive à 26 milliards 237 millions, ce qui d'ailleurs est plus faible qu'en 2023. Donc là, cette année, il ne devrait pas avoir de croissance du chiffre d'affaires finalement, à moins qu'il fasse un Q4 énorme. Et je vais appliquer simplement 0 fois 0,22. Ça donne un free cash flow de 5 milliards 772 millions. Je vais diviser par le nombre d'actions. Donc ça donne là un free cash flow par action normalisé, on va dire, d'à peu près 15 $. Et si je fais 658 divisé par 15, aujourd'hui, ça ferait quand même, en normalisant comme ça le free cash flow, donc en appliquant au chiffre d'affaires des 12 derniers mois une marge de free cash flow de 22%, ce qui est dans leur marge passée, ça fait quand même un multiple de 44 fois le free cash flow. Donc, c'est encore un cas où je comprends pas. Et quand je regarde comme ça les portefeuilles des super investors, je vérifie toujours si pour moi ça me paraît logique. Si je vois que c'est pas le cas, je préfère pas suivre, puisque si jamais ça se passe mal, je vais pas savoir quoi faire, si j'ai pas la conviction moi-même. Mais ça permet de trouver des idées, et des fois on tombe sur des investissements qu'on peut suivre. Donc voilà pour Dev Cantessaria. Le seul mouvement important, c'est qu'il a doublé sa position dans ASML. On passe ensuite à François Rochon. Alors François Rochon qui gère 2,63 milliards pour 52 actions. Qui est québécois. Alors il y a beaucoup de petits mouvements, donc plus 1% sur Berkshire Hathaway, c'est pas significatif, 4% sur Meta, 2% sur Ametech, que je ne connais pas, plus 1%, plus 0,35, blablabla, blablabla. Et après c'est des petites positions, donc le mouvement le plus significatif, c'est qu'il a rajouté 20% sur Medpace, et ça justement pour le coup c'est une idée que j'ai trouvée dans son portefeuille, donc que j'ai commencé à acheter au trimestre dernier, qui pour le coup rentre dans mes critères, donc j'en ai déjà pas mal parlé dans les dernières vidéos. Et donc si on regarde à quel moment il a acheté, donc 31 juillet, donc au plus haut on était à 395 $, et avant le 30 septembre on est tombé à 320. Donc ça me conforte dans ma décision d'en avoir acheté, j'ai fait mes achats entre 310 et 330. Je trouve que dans ces prix-là, le niveau valorisation, c'est intéressant. Et d'ailleurs, derrière moi, il y a une baisse, on est repassé de 360 à 310. La seule raison que j'ai trouvée, c'est que il va y avoir une enquête pour savoir si, suite à la baisse du cours de l'action des derniers mois, l'entreprise a bien été transparente dans la présentation des difficultés qu'ils pouvaient avoir, etc. Donc de ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui est assez courant aux États-Unis. Ils ont l'enquête facile et le procès facile, puisqu'ils ont des incitations à en faire beaucoup. Mais voilà, j'ai déduit que c'était pas vraiment un problème, et même plutôt une opportunité d'achat à mon avis. Et on sait jamais, mais souvent dans ces trucs-là, il y a soit rien qui est trouvé, ou bien des petites amendes, des trucs comme ça.
Donc voilà, comme c'est pas une donnée qui parle des fondamentaux de l'entreprise, c'est le genre d'information que j'ignore. Donc voilà pour Medpace, donc il a acheté autour des 300, probablement vers les 320 $. Aujourd'hui on est à 310. C'est aussi les prix que j'ai achetés, donc plutôt content. Et comme autre transaction non négligeable, il y a quand même son achat dans Kinsale Capital Group, que je ne connaissais pas. Donc on va aller regarder un petit peu ce que c'est, Kinsale Capital Group. Et c'est une entreprise d'assurance, et il me semble que les assurances, c'est un secteur qui demande une analyse spécifique. Ça, il y a des particularités par rapport aux autres secteurs. Donc comme je ne maîtrise pas, je ne vais pas trop m'aventurer là-dedans. Mais en tout cas, apparemment l'entreprise répond aux critères de Graham. Donc on a des fortes croissances du chiffre d'affaires, du free cash flow, un ROCE qui bouge beaucoup, mais on va dire vers les 40%, quoi, qui est élevé. Pas de dette, nombre d'actions en légère hausse et des très bonnes marges. Donc ça vaudrait le coup d'aller investiguer. Il y a un monsieur qui s'appelle Ronald Baron, qui possède 9,1% de la boîte pour 968 millions de dollars. Donc je vais regarder qui c'est par rapport à Kinsale Capital. Et donc c'est le gérant d'un fonds qui s'appelle Baron Capital. Et donc ils sont investis dans cette boîte aussi. Donc intéressant à creuser. D'ailleurs dites-moi en commentaire s'il y en a qui connaissent bien la boîte, qui sont investis dedans. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce que vous savez sur cette entreprise. Ensuite, donc on retourne voir François Rochon, mais je pense qu'on a fait le tour. Ouais, après ça devient des petites positions. Et on passe maintenant à l'avant-dernier, donc Terry Smith. Terry Smith, qui gère combien 25 milliards avec 40 actions. Alors, qu'est-ce qu'on a de significatif? Donc il a un tout petit peu réduit Microsoft, Striker Corp. Il n'y a pas grand-chose. Alors ce qui m'intéresse, par exemple, Fortinet, il a un tout petit peu réduit. Donc il n'a pas acheté ce trimestre. Et donc, voyons voir à quel prix on était. Donc 31 juillet. Ok, donc au début on était à 58 $ entre le 31 juillet et le 6 août, mais il y a eu une semaine. Et ensuite, c'était donc suite à 2 trimestres avant, où le prix avait pris genre 30% en une journée. Donc il n'a pas racheté depuis que le prix a pris 30%. J'imagine encore moins aujourd'hui que ça a repris, je sais pas combien, je suis à plus 65% je crois. Donc comme c'est une action qu'il achetait tous les trimestres d'avant, quand l'action était autour des 60 $, on va dire, et que là, il n'en a plus du tout acheté, j'imagine que c'est parce qu'il considère que là on a dépassé la valeur intrinsèque de Fortinet. Et en tout cas, si c'est ça, je suis d'accord que maintenant, Fortinet est devenu... en très peu de temps, il est devenu surévalué. J'en avais pas racheté non plus après ces résultats-là, donc j'imagine que sa réflexion, c'est aussi une question de valorisation. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et sinon, à part ça, il n'y a rien de significatif dans le portefeuille de Terry Smith ce trimestre. À la limite, il a peut-être là vendu quasiment toute sa position dans McCormick, que je connaissais pas, mais qui est en fait une entreprise qui vend des épices. On peut la regarder par curiosité ce que ça donne. Et au niveau critères de qualité, ça n'a pas l'air super. Donc il y a une croissance long terme et régulière, mais assez faible, vers les 5% par an. Niveau free cash flow, c'est mieux, donc il y a une amélioration au niveau des marges. D'ailleurs, la croissance du free cash flow, elle est correcte, on est à peu près à 10%. Et c'est une tendance qui se poursuit depuis les années 80. ROCE, par contre, faible, et qui est en baisse à long terme, donc ce qui est en général pas très bon signe. Peut-être que le moat est pas assez fort. Niveau dette, ils peuvent la rembourser en 4-5 ans, donc ça va encore, c'est pas un énorme niveau d'endettement. Niveau dilution des actionnaires, plus 1%, je considère que c'est négligeable. Et la marge est pas mal, on est au-dessus des 10%, ouais, 15% de marge de free cash flow. Donc il y a pire, mais c'est vrai que ça a l'air largement inférieur à d'autres boîtes qu'il a, que Terry Smith a dans son portefeuille, et il a décidé de quasiment tout vendre. Donc voilà pour Terry Smith, et on va terminer par Warren Buffett. Et Warren Buffett a encore vendu du Apple ce trimestre, donc il a réduit sa position de 25%. Ça fait là 3 trimestres qui vend du Apple. Au maximum, ça représentait à peu près presque 50% de Berkshire Hathaway, maintenant plus que 26%. Et l'explication, c'est probablement simplement que le niveau de valorisation actuel d'Apple, il est trop élevé par rapport à la croissance qu'elle a en ce moment. Et comme ça représentait une partie énorme de Berkshire Hathaway, il a dû estimer que c'était plus sage de réduire la position. Donc si on regarde Apple, pourquoi je dis que c'est cher? C'est que Apple, donc si on regarde déjà le chiffre d'affaires en annuel, ça n'a pas bougé depuis 2021, donc c'est assez stable, légère hausse, mais c'est en baisse depuis 2022.
Donc il n'y a pas vraiment de changement niveau chiffre d'affaires. Et si on regarde niveau free cash flow, c'est en légère baisse depuis 2022. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, ça se paye à 31 fois le free cash flow. Ce qui est quasiment un plus haut depuis sur les 10 dernières années. Si je remonte à 20 ans, voilà, en termes de valorisation, c'est un plus haut depuis la crise financière en 2008. Et, le multiple a fait que monter. Et il faut se dire que Warren Buffett, lui, il a acheté en 2016. Donc il a payé Apple à peu près 10 fois le free cash flow. Donc non seulement depuis 2016, donc ça fait 7 ans, il a eu l'augmentation de free cash flow par action que Apple a eu, plus le multiple qui a été multiplié par 3. Donc il faut se dire qu'il a dû faire à peu près x3 sur le multiple. Et si on prend le free cash flow par action depuis 2016, donc on est passé de 2, bon je vais arrondir à 2,5, on est à 7, donc ça fait un petit peu moins qu'un x3 en termes d'augmentation du free cash flow par action. Donc en tout, sur sa position sur Apple, il a dû faire un x8, un truc comme ça. Ce qui est plutôt pas mal, x8 en 7 ans. Et donc aujourd'hui, à 32 fois le free cash flow, on a à la fois un risque qui est plus élevé qu'en l'achetant en 2016, où du coup le downside était très réduit, et en même temps, les potentiels de gains futurs sont plus faibles. Donc c'est pour ça que j'investis pas non plus dans Apple aujourd'hui. Il faut se dire que par exemple là, le x3 qu'il a eu sur le multiple de valorisation, aujourd'hui, c'est même pas la peine d'espérer un x3. Apple va pas passer de 30 fois le free cash flow à 90 fois le free cash flow, ni même un x2, hein, de 30 à 60. Donc il n'y a quasiment aucun upside là au niveau du multiple. Il y en a peut-être sur la partie croissance du free cash flow par action, mais voilà, c'est mieux si on peut combiner les deux. Et du coup, ça permet de voir aussi que si on fait attention à la valorisation des actions qu'on achète, donc de ne pas les acheter trop cher, ça permet à la fois de réduire le risque tout en augmentant le potentiel de gain, et donc de faire du low risk high return, et donc pas forcément du high risk high return qui s'applique pas forcément. Donc voilà pour Apple, et je pense que c'est tout sur Warren Buffett. Donc il a acheté du Domino's Pizza, mais bon, 0,21% du portefeuille. Pour lui, c'est pas significatif. Il a acheté du Pool, mais ça représente 0,06%. Ah si, un truc intéressant quand même, c'est que trimestre précédent, il avait ouvert une position dans Ulta Beauty, et là c'est fini. Il a tout vendu. C'est une action que j'ai pas, mais que j'avais hésité à acheter. Et en tout cas, dans ce genre de cas, ce que je ferais, si donc je voyais un investisseur comme ça, qui vendait totalement une action que moi j'ai en portefeuille, j'irais simplement essayer de comprendre les raisons, de refaire une analyse, de voir si j'ai pas loupé des choses. Par contre, ce que je ferais pas, c'est vendre dans la panique, quoi. En gros, suivre l'investisseur en question aveuglément, parce qu'ils peuvent se tromper sur des ventes, hein. Ça arrive souvent. Ils font pas du tout aucune erreur. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut reanalyser, je dirais. Et puis on ne sait pas non plus quelle est la raison exacte pour laquelle il l'a vendu, donc voilà. Et donc c'est tout pour Warren Buffett. Donc si je fais un petit résumé de ce qu'on a vu dans cette vidéo, donc il y a Chris Hohn qui a acheté du Microsoft trimestre précédent, il y a Dave Cantesaria qui a doublé sa position dans ASML, il y a François Rochon qui a rajouté 20% dans Medpace Holding. Côté Terry Smith, j'ai rien vu d'intéressant. Et il y a Warren Buffett qui a vendu une partie de sa position dans Apple, et qui a vendu complètement Ulta Beauty. Et globalement, on voit qu'on est dans une période où il n'y a pas énormément d'achats, ce qui, je pense, s'explique simplement par les valorisations qui sont globalement plutôt élevées, pas sur toutes les actions, mais voilà, globalement élevées. Et puis pour terminer cette vidéo, si vous voulez utiliser Graham pour analyser vos actions et rejoindre ma communauté privée, vous avez le lien en description, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!